Bienvenue à tous sur cette 4e vidéo qui portera sur les événements succédant le traité de Versailles en 1783 et ce qui cause l'acte constitutionnel de 1791. Lors de la précédente vidéo, nous avions vu les causes de l'instauration du traité de Versailles et ses majeures conséquences. Le fait est que ce n'étaient pas tous les colons des 13 colonies qui désiraient changer de régime politique. Ce sont donc environ 6000 loyalistes des 13 colonies qui vont venir s'installer dans la province of Québec, colonie britannique la plus proche de la leur, où ils pourraient continuer à vivre comme des Britanniques loyaux à la couronne d'Angleterre. En arrivant dans la colonie, ils se retrouvent dans une colonie beaucoup moins britannique que ce qu'ils auraient voulu, car si vous vous rappelez bien, les avantages instaurés par l'Acte de Québec en 1774, comme les lois civiles francophones ou les seigneuries, étaient encore appliqués. Ces francophones nommés loyalistes vont donc faire des demandes au gouvernement jusqu'en 1791, où leurs demandes créeront enfin l'acte constitutionnel. Cet acte avait donc pour but de plaire à ces loyalistes, mais pour malgré tout aussi plaire aux francophones, le territoire fut coupé en deux. Les anglophones dans le Haut-Canada et les francophones dans le Bas-Canada. Dans le Haut-Canada, les lois civiles et criminelles sont anglaises, et les terres coupées en cantons. Alors que dans le Bas-Canada, les lois civiles resteraient françaises et les lois criminelles anglaises, et le territoire serait coupé en cantons et en seigneuries. Quant à l'immigration, elle sera anglaise pour les deux territoires, le but du gouvernement étant malgré tout encore d'assimiler les Canadiens français. La structure politique aussi changera. Il y aura 2 conseils et une assemblée législative élue, le tout multiplié par 2, chaque territoire ayant sa propre structure. En général, le système fonctionnera sans anicroche et aucun changement vraiment important ne surviendra jusqu'en 1812, où pour la première fois, l'économie de la colonie changera radicalement. Elle ne sera plus basée sur le commerce de la fourrure, mais sur le commerce du blé et du bois. Ce changement peut paraître anodin, mais en changeant l'économie, plusieurs aspects de la vie dans la province changèrent. Les changements majeurs furent l'amélioration des transports maritimes en général, car le blé était surtout exporté vers la Grande-Bretagne. Il y aura donc création de plusieurs infrastructures importantes comme des canaux, et aussi des infrastructures liées au commerce en général, comme des banques. Socialement, ce changement créera aussi la classe ouvrière, ou le début de ce qui deviendra la classe ouvrière plus tard, lors de l'industrialisation. Toutefois, on constate qu'un changement de cette ampleur ne se fait pas sans cause. En France, c'est Napoléon Bonaparte qui a le pouvoir, et en 1806, il instaure un blocus continental avec ses alliés du continent européen pour affaiblir les Anglais. Les propriétaires fonciers et les députés anglais en général profitèrent donc de l'opportunité que cette situation offrait pour voter les Corn Laws et instaurer ainsi une politique protectionniste qui profiterait surtout à ces mêmes députés, au-dessus de la population qu'ils représentaient. L'Angleterre étant donc en guerre contre la France et ses alliés, ils se serviront de leurs colonies pour avoir du bois, notamment pour construire des bateaux pour attaquer le continent, et du blé, n'ayant de toute façon plus le choix, les Corn Laws empêchant d'acheter le blé étranger, sauf dans certaines conditions. La colonie va donc profiter énormément de cette politique et développer considérablement son industrie, profitant de l'opportunité pour développer quelques aspects de son économie, comme mentionné plus tôt. L'industrie se développe bien et de 1820 à 1830, les transports se modernisent et une division plus grande se fait entre la bourgeoisie d'affaires, comme les marchands et les exportateurs, à majorité anglophone, et la bourgeoisie professionnelle, comme des avocats ou des médecins, à majorité francophone et donc soutenant les Canadiens français. De plus, de 1815 à 1840, une crise importante arrive en Irlande et en Écosse. Les Irlandais étant anglophones mais catholiques et l'économie du Bas-Canada étant stimulée par le protectionnisme, c'est environ 500 000 Irlandais et Écossais qui migreront au Bas-Canada, réduisant le rapport de force entre Anglais et Français, les francophones n'étant plus que 75% de la population. Rappelez-vous aussi que la structure politique est toujours aussi peu démocratique, car même si le peuple vote pour les députés de la Chambre d'Assemblée, aucune des lois et décisions n'ont d'impact tant que le Parlement britannique ne les accepte pas. Les lois créées par les députés francophones sont donc constamment rejetées. L'arrivée d'une masse importante d'Anglais représente donc une grande menace pour les Canadiens français. C'est donc dans cette situation de moins en moins soutenable que les Canadiens français vont se révolter de 1834 à 1837. Les patriotes, principaux représentants des Canadiens français, vont aussi créer une liste de demandes nommée 92 résolutions qui seront votées par l'Assemblée et qu'ils enverront au Parlement de Grande-Bretagne en 1834. Ces demandes étaient, en gros, d'obtenir le contrôle du budget de la Chambre,
d'avoir des conseils élus par la population et non par le gouvernement de Grande-Bretagne, et surtout d'obtenir la responsabilité ministérielle, donc d'être indépendant du Parlement de la métropole. En 1837, le gouvernement leur répond avec les 10 résolutions Russell qui, en gros, refusaient toutes les demandes des patriotes et allaient même jusqu'à donner le contrôle du budget de la Chambre au gouverneur. Le Bas-Canada est donc particulièrement mouvementé et le gouvernement britannique décide d'envoyer Lord Durham en 1838 pour découvrir pourquoi et évaluer la situation pour trouver des solutions aux problèmes. Les solutions trouvées par Durham formeront plus tard l'Acte d'Union, sujet de la prochaine vidéo.